Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'Université de Nîmes pour un nouveau rendez-vous sur notre chaîne Twitch. Je suis Benoît Roig, le président de l'université. Je suis accompagné d'Islam et Laura, deux étudiantes du master psychologie sociale et environnementale. Et je suis là aujourd'hui pour vous introduire la semaine de développement durable organisée cette semaine, donc du 12 au 17 avril, à l'Université de Nîmes, à l'initiative de la promotion de master de psychologie sociale et environnementale de l'université. Alors, je voulais vous dire quelques mots sur cette semaine, ou plus précisément sur le développement durable à l'Université de Nîmes. Et je laisserai par la suite, vous verrez, il y a un programme assez fourni sur cette semaine avec des, euh, des événements et puis des actions qui sont assez intéressantes et spécifiques, mais je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Vous dire quelques mots sur le développement durable à l'Université de Nîmes. Alors, l'Université de Nîmes, c'est une jeune université, vous commencez à le savoir maintenant en suivant toutes les actions sur Twitch, dans lequel en fait nous privilégions un certain nombre de philosophies et notamment l'éco-responsabilité au titre de nos enseignements, au titre des actions qui sont portées dans l'université. Cette semaine, vous verrez un certain nombre d'événements qui ont été organisés par les étudiants. Et au-delà, à l'université, nous avons une chargée de mission, Elsa Kos, que vous verrez, qui prendra la suite, qui prendra ma place tout à l'heure. Donc, qui est chargée de mission de développement durable. Nous avons un service avec M. Burté qui est également là pour assurer tout ce qui est développement durable à l'université. Différents types d'actions. Ça peut passer par la gestion des déchets, des poubelles spécifiques, la gestion des papiers, des achats éco-responsables. On travaille également sur des actions de végétalisation de nos sites, des travaux de réhabilitation énergétique, etc., etc. Donc voilà, l'université est assez impliquée dans toutes ces actions et en tout cas, je suis ravi qu'elle le fasse, hein, tout simplement parce que c'est la vocation que l'on doit avoir et surtout c'est l'exemple que l'on doit donner aux nouvelles générations qui sont bien représentées ce matin avec moi. Donc, au cours de cette semaine, hein, qui, je le rappelle, est organisée depuis 2018, euh, le but, c'est de sensibiliser de manière individuelle l'ensemble des étudiants, l'ensemble des partenaires, l'ensemble des personnels de l'université et au-delà, via des retransmissions en live, sensibiliser le maximum de personnes à ces questions-là. Alors, vous le voyez depuis 2 ans maintenant, les étudiants sont obligés de se réinventer. Dès le départ, dès 2018, nous organisions des événements en présentiel avec une inauguration dans la cour de Vauban et ensuite pas mal d'événements qui pouvaient se produire sur le site, dans les douves, etc. Depuis 2 ans, à cause de la pandémie et de la crise sanitaire que nous connaissons, il fallait se réinventer et je dois avouer que ce n'est pas forcément évident de faire quelque chose dans le cadre du développement durable en distanciel, puisque le développement durable, ça se sent, ça se vit, ça se pratique. Et force est de constater que c'est compliqué actuellement. Et pour autant, il y a un programme qui est vraiment très, très séduisant, qui va faire alterner des débats en ligne, tels que vous allez le voir par la suite, mais également des actions qui seront filmées, qui seront retransmises et qui seront vraiment dans ce que l'on connaît, hein, du développement durable, c'est-à-dire de la concrétisation d'actions bien réelles. Donc vous allez le voir encore une fois, des thèmes assez variés sur l'alimentation, le climat, l'éco-anxiété, quelques concours aussi de celui qui va ramasser le plus de déchets dans son quartier ou dans son pâté de maison, hein, c'est comme ça que vous l'avez appelé. Euh, des, euh, des, des, euh, des débats qui vont être assez intéressants sur différents types de problématiques et je crois qu'ils font sens au niveau de notre société de manière générale, mais surtout au niveau de nos jeunes générations. Voilà, donc juste terminer mon propos introductif pour en remerciant les étudiants, donc Islam, Laura qui sont ici, mais je crois qu'il y a aussi d'autres collègues à vous, alors Mathilde, Jean-Christophe, Théo, bien évidemment, et peut-être j'en ai oublié d'autres, mais, Et Élise. Et Elise. et Élise. Bien évidemment, remercier également la technique qui va vous suivre pendant toute cette semaine.
Remercier aussi le personnel de l'université qui s'est investi pour vous aider à organiser tout ce qui est aujourd'hui prévu et que vous allez décrire par la suite. Je vous souhaite en tout cas, j'espère que vous serez nombreux à suivre l'ensemble des événements qui vous sont proposés. Le programme est disponible sur notre site internet. Oui, sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Voilà, Facebook, Instagram et tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller le consulter. N'hésitez pas vous verrez, il y a pas mal d'émissions Twitch. Donc n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à nous faire vos remarques et surtout à liker sur les réseaux sociaux parce que je crois que c'est important d'encourager ces initiatives. Et je le répète encore une fois pour terminer, initiatives qui sont portées par des étudiants, pour des étudiants dans le cadre de l'Université Nîmes. Merci beaucoup, bonne semaine et à très bientôt. Bonjour à tous, donc, je suis Laura Roussel, étudiante en Master 2 de Psychologie sociale et environnementale. Je suis avec Islam et Elsa Kos. Pour introduire cette semaine du développement durable, d'abord on est très heureux de pouvoir vous accueillir pour cette semaine. On espère que vous aurez autant de plaisir à y assister, à y participer que ce qu'on a eu à construire cet événement ensemble. On aurait aimé on aurait aimé que ça se fasse en présentiel, on y a cru jusqu'au bout, mais bon, peut-être que ça permettra à plus de monde d'y assister finalement. On a décidé de faire cette semaine sur le thème de la santé et de l'environnement, et surtout sur le lien qui existe entre ces deux éléments. On a choisi ce thème parce qu'on pensait que c'était un levier de sensibilisation efficace à l'environnement et au développement durable. Mais bon, pour vous rassurer un petit peu, on ne compte pas vous démoraliser, bien au contraire, on a prévu des ateliers en ligne, des conférences, des rencontres, des jeux. Voilà, le but c'est que ce soit assez ludique. Et donc on espère vous voir très nombreux. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous, tout le monde est bienvenu. Je pense qu'on peut enchaîner sur un débat sur le thème notamment de notre semaine, la santé et l'environnement. Je ne sais pas si... n'hésitez pas à participer sur le chat, à poser vos questions, à donner vos remarques, vos réflexions. Voilà, on fera des retours et... Du coup, on peut commencer la discussion. Donc la thématique de ce débat est, comme a dit Laura, le lien entre la santé, notre santé et la santé de la planète, qui est donc la thématique de notre semaine. Et je pense qu'on peut commencer par cette question. Quels sont les domaines qui ont un impact sur la santé? C'est-à-dire quels sont, par exemple, les types de consommation, l'alimentation, la consommation de plastique, les transports? Est-ce qu'il y a l'un de ces domaines qui a plus d'impact sur notre santé que d'autres? Pour l'instant, j'ai pas de réaction dans le chat, j'ai surtout des compliments et des encouragements. C'est une bonne manière de commencer. Voilà, c'est ça. Bon, alors déjà, il y a pas mal de thèmes qui ont été lancés, consommation en général. C'est vrai que du coup, il y a plusieurs sous-thèmes dans la consommation aussi. On peut penser, comme on l'a dit juste avant, à l'alimentation, mais aussi au transport, la consommation qui concerne tous les achats qui peuvent être réalisés. Il y a aussi les vêtements qui sont un secteur qui peut être très impactant aussi sur l'environnement. Et donc, au niveau de la santé, il y a aussi donc des effets qui sont liés, et c'est la thématique de cette semaine, entre des impacts finalement, des choix qui ont des impacts au niveau de l'environnement
et des choix qui ont un impact aussi sur la santé de l'individu. Les deux se retrouvent parfois liés. Et même, je dirais, on pourrait étendre la question aux impacts sur la santé de la personne qui achète, mais aussi la santé des personnes qui produisent les éléments. Si je reprends l'exemple des vêtements, on peut étendre cette question de la santé de façon encore plus large. Voilà. Oui, c'est ce qu'on voit en Inde quand on les voit produire des jeans et ils ont montré des émissions comme ça où les jeans sont produits, ils se font exprès de les vieillir, ils mettent plein de produits dessus et en fait les travailleurs finissent malades très rapidement à cause de ces produits-là qui sont hyper nocifs. Il n'y a pas de protection par rapport à ça. Ils n'ont même pas de protection par rapport à ça. Non, ou alors s'ils en ont, c'est ridicule, quoi. Ouais, des masques, mais sont utilisés, réutilisés. Et je crois que quand vous avez choisi ce thème pour cette année, du lien entre l'environnement et la santé, c'est vrai qu'on pourrait se demander, est-ce qu'on peut véritablement dissocier les deux ? Ça pourrait être une question qu'on pourrait poser aussi au public. Dans l'absolu, si on considère qu'on vit dans notre environnement, est-ce que finalement, quand on impacte notre environnement, on n'impacte pas nécessairement en retour notre santé ou celle des autres personnes qui sont aussi dans cet écosystème, nécessairement. On a une réaction de Margot l'escargot qui parle de l'agriculture comme thème qui notamment lie santé-environnement. Et donc j'ai demandé pourquoi l'agriculture et elle dit pour les pesticides. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ça. Oui, pour l'utilisation des pesticides. Selon moi, c'est encore plus parlant, parce que malheureusement, quand on parle de la production de certaines activités qui sont très polluantes, ça se passe très souvent en dehors de la France et en dehors du pays. Et peut-être que les gens ont moins conscience de ça, ils se disent que ça se passe très loin. Et les pesticides, pour moi, c'est encore plus justement le moyen d'impacter encore plus et de faire prendre conscience encore plus aux personnes que c'est important. Car ça se passe autour de chez nous et en France. Je pense que c'est une première étape pour ensuite sensibiliser sur les manières de consommer, de produire et aussi les effets d'une activité polluante sur la population. On a une réaction de Equipixel qui dit non, on ne peut pas dissocier environnement et santé, humain égale environnement. Oui, alors c'est vrai que sur la question des pesticides, c'est intéressant parce que c'est vrai que ce qu'on remarque, c'est un impact direct sur la faune et la flore environnante, avec à l'origine la motivation d'augmenter les rendements. Mais l'impact sur la santé, comme on le sait bien maintenant, il est direct et d'autant qu'on a des preuves assez solides maintenant scientifiquement qui montrent une accumulation aussi dans le corps des pesticides. Donc c'est vrai qu'on a un phénomène qui va s'inscrire dans le temps du fait qu'on ne peut pas éliminer toutes ces substances et qu'elles vont rester longtemps dans le corps. Alors Margot l'escargot qui dit et ça touche l'environnement de manière générale et directement aussi la santé humaine. Je n'étais pas au courant de ça, que les pesticides justement s'accumulaient dans le corps. Donc il y a une certaine période pendant laquelle, je fais le comparatif avec le tabac, admettons. Une personne qui fume assez souvent doit avoir une période de 15 ans pour que son organisme fonctionne normalement, comme celui d'un non-fumeur en tout cas. Et est-ce que dans le cas des pesticides, c'est pareil, il y a un certain délai par rapport à ça ? Oui, disons qu'on n'a pas, sans être spécialiste, sans être chimiste, mais c'est vrai que pour s'intéresser aussi de manière générale à l'environnement, à la santé, moi j'ai pu lire des travaux qui montrent qu'on a une accumulation dans le corps de certaines molécules qui sont nocives, dans le sens surtout où le corps n'élimine pas tout. On n'a pas un nettoyage complet, donc c'est pas l'idée, si vous voulez, c'est de dire, on peut pas se dire c'est pas grave si on mange, si on consomme en fait ces molécules-là, c'est pas aussi simple, on n'élimine pas tout directement. Voilà, donc c'est vrai que on se retrouve avec une problématique. On a cette problématique aussi pour ouvrir un peu le débat dans les sols, c'est-à-dire que les sols vont être impactés. Et dès l'instant où on arrête la consommation ou bien
l'apport dans le sol de ces molécules, eh bien, c'est pas dès qu'on arrête que du coup tout va bien, tout est réglé, tout est éliminé. En fait, il y a un temps de latence durant lequel ces molécules-là sont encore présentes dans les sols. On a des sols qui se retrouvent très affectés en fait par ces substances-là. Je crois que même parfois c'est irréversible. Oui. Certains sols qui deviennent des terres mortes. Oui. Oui, ça c'est vrai que c'est une problématique parce que là on va rejoindre l'idée des ressources aussi qui ne se renouvellent pas nécessairement totalement, voire pas. Et on a effectivement des sols qui vont être trop usés, qui vont avoir beaucoup de mal à redevenir des sols sur lesquels on peut faire pousser des choses, notamment de la nourriture. J'en profite pour faire une petite promo d'un événement qui aura bientôt lieu. Et en même temps, parce qu'on avait dit aux gens qu'on n'allait pas les faire déprimer, ce mardi, de 14 à 16, on recevra justement Monsieur Sauveur Fernandez, qui travaille depuis 20 ans dans l'agroalimentaire biologique, et donc qui justement nous expliquera les bienfaits du bio, est-ce que c'est bon pour l'environnement, comment c'est produit, et pour des étudiants qui n'ont pas forcément le budget adapté pour consommer des produits bio, comment ça se passera justement? Est-ce qu'on peut commencer par certains aliments pour changer au fur et à mesure sa consommation? Donc on verra ça mardi de 14 à 16 sur Twitch, ici. On a une question de Kerton10 qui demande c'est des effets sur le long terme, point d'interrogation, ou il y a des effets à court terme? Ou est-ce qu'il y a des effets à court terme? Pour les sols ou pour les Alors, peut-être les deux, peut-être qu'on peut réagir sur les deux. Personnellement, je ne sais pas. Mais... Je sais pas, instinctivement, je me dirais que c'est sur le long terme pour les deux. Oui, ouais, je pense aussi. Et il me semble qu'il y a... Enfin, c'est à vérifier, hein, je ne vais pas poser ça comme une réalité, mais il me semble qu'il y a de plus en plus d'intolérance au gluten, notamment à cause de ça, parce que les sols sont de plus en plus chargés en certaines substances, et donc ça produit de plus en plus d'intolérance au gluten. Enfin, il y en a de plus en plus dans la nourriture, et en fait, même si on voulait arrêter ça, on voulait arrêter d'en mettre, il y en aurait quand même, ce serait quand même chargé. Donc, ça s'accumule dans les sols. Ça s'accumule, ouais. Oui, je suis moins spécialiste de ça, sans être non plus spécialiste de la question précédente, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de données, je pense, maintenant pour montrer que l'utilisation de produits phytosanitaires de synthèse est négative, que ce soit au niveau des conséquences sur l'environnement direct que sur les cultures produites et du coup en conséquence sur le corps humain aussi. Donc c'est vrai que de plus en plus on voit le recours à des cultures bio. Il y a quand même aussi une utilisation de produits. Hein. C'est pas ce qu'on appelle le sans intrant qui est encore plus préservé comme type de culture. Il y a la question qui revient, comme Islam vient de l'évoquer aussi, la question du budget parfois qui est associée. Alors, cette question, je dirais, elle est peut-être d'un côté réelle et elle est aussi un peu imaginée en parallèle. Je pense aussi qu'il y a certaines représentations, donc l'intervention que vous avez citée, elle sera très intéressante parce que on a parfois certaines représentations aussi autour de l'alimentation bio qui seraient absolument hors de prix. Et en comparaison avec certains produits très transformés non bio, au final, on se retrouve parfois dans un budget qui est plus intéressant à acheter des matières brutes et à cuisiner, par exemple, en bio, plutôt qu'à avoir du recours à de la consommation à emporter ou des produits tout faits. Donc peut-être aussi qu'il y a des représentations qui sont à déconstruire. Je ne dis pas chez tout le monde, mais voilà, il y a peut-être des choses qui sont associées aussi à la consommation bio en termes d'idées reçues peut-être. C'est vrai, parce que quand on passe devant le rayon bio, on a peur directement. On dit, sans regarder les prix, on se dit que c'est cher. Honnêtement, je ne pense même pas avoir vraiment regardé tous les prix des produits de base et observer si en bio c'était vraiment aussi cher que ça ou si c'était abordable. Donc j'ai hâte de savoir ça. On a des bonnes chances pour votre semaine SEDD. D'ailleurs, on peut enchaîner sur une autre question.
qui est: quelles sont, d'après vous, les pistes actuelles et ou futures sur une amélioration quelconque des problématiques abordées? Et dans ce cas-là, sur la consommation du bio, ou sur la fertilisation des sols, ou une meilleure utilisation des sols. Est-ce que vous avez des idées, ou même le chat, s'ils ont des idées sur qu'est-ce qui pourrait être fait? C'est-à-dire des solutions, des pistes pour développer ce type. C'est ça, ou pour favoriser ça. Bah, c'est vrai que, comme on l'a évoqué avant, peut-être déjà le fait de comparer de façon très concrète les prix pour le consommateur au quotidien, le fait d'avoir voilà, de revenir aussi sur la place de l'alimentation. Est-ce que d'un côté, accorder dans l'éventualité où il y aurait un surcoût, ben, c'est vrai que dans la mesure où la personne peut se le permettre, pour pouvoir consommer quelque chose de meilleur pour sa santé, ça peut être aussi une manière de justifier, enfin, ça peut être un choix. Et choisir certains produits et du coup les choisir en bio. Après, voilà, bon, il faut raisonner aussi en termes de proportions. Donc, on ne va pas s'empoisonner si on mange quelque chose de pas bio, mais c'est plutôt dans des tendances. Donc, je dirais qu'il faut l'encourager. Il faut peut-être casser des idées reçues. Et après, de manière plus générale, et ça, c'est une piste évidemment, mais c'est plus complexe, on a quand même un modèle d'agriculture qu'il faut repenser. On le questionne à plusieurs aspects, à plusieurs niveaux, que ce soit pour l'utilisation des phytosanitaires de synthèse, mais aussi pour un modèle industriel c'est une vision en fait de l'agriculture avec des rendements très élevés et une production peut-être d'une qualité Moindre. Voilà, moindre. Oui. C'est la conséquence aussi. Ah, désolé, je t'ai. Non, vas-y. Non, c'est la conséquence d'une production alimentaire à l'échelle industrielle, enfin de masse. Oui. C'est sûr et certain que parfois la qualité sera justement mise de côté pour la quantité. Oui. Et parfois, je me demande même si, en admettant, dans un pays imaginaire ou dans le futur, on espère, on remplace toute la production de bio, de produits classiques, on va dire l'alimentaire, l'agroalimentaire, par une agroalimentaire biologique. Est-ce qu'au fur et à mesure du temps, on n'aurait pas justement un effet similaire, une dégradation de la qualité de la production Parce que ça s'est massifié, tu veux dire? C'est ça. En fait, est-ce que petit à petit, en gros, parce que ce mode de fonctionnement de production pourrait aussi souffrir de dérives qui seraient pareilles que ce qu'on a aujourd'hui? Disons que oui, l'idée par rapport au modèle de l'agriculture, s'il s'agit de faire du bio à l'échelle industrielle, on aura loupé une partie des leçons à tirer peut-être aujourd'hui. Il y a aussi cet aspect modèle industriel et rendement qui est mis en avant, et pas que dans l'agriculture, ça dépasse complètement ce domaine-là. Donc, quand on revient à la question des impacts sur l'environnement et aussi potentiellement sur la santé, c'est ces tendances aussi qui sont en question, je pense. On a une réaction du Pentat14 qui dit « Déconstruire les stéréotypes sur le bio et les légumes en général, on pense souvent à tort que c'est plus cher que les produits industriels. » Qui revient un petit peu à ce qu'on a abordé tout à l'heure. Oui, à déconstruire ces idées-là et aussi peut-être déconstruire sur la cuisine, parce que c'est vrai que cuisiner, plutôt que d'acheter, on peut avoir, c'est intéressant de regarder de plus près ce domaine-là, parce que sans devenir un chef étoilé, il y a des choses simples qu'on peut faire, qui peuvent être très douteuses, qu'on peut faire, qu'on peut faire soi-même en fait, et pour éviter un recours permanent au tout fait, parce que c'est vrai que le tout fait, ça peut, pour la santé, ça peut être parfois moins intéressant que quelque chose qu'on aura fait. Transformer des matières premières qu'on achète, c'est une façon de s'alimenter qui peut être compatible avec des enjeux de santé, peut-être davantage que consommer plutôt du tout fait tout le temps. Et qui serait peut-être plus noble parce qu'on retrouve un contrôle finalement sur ce qu'on mange et on redevient responsable, mais aussi
autonome finalement dans notre manière de consommer. Et peut-être qu'on peut en profiter pour faire un deuxième Un petit petit placement coup de de produit. pub. Je suis en train de le regarder là. Demain, de 10h à 13h, donc on sera en compagnie du chef d'EcoFood qui justement va vous proposer 3 recettes de cuisine facilement adaptables. Les inscriptions sont sur notre page Semaine européenne, Semaine étudiante, pardon, du développement durable sur Facebook et sur Instagram. Et donc, on a une autre réaction de Équipe XL qui dit « Il faut se tourner vers l'agroforesterie, la permaculture, phénoculture et accepter la mort dans les champs, ce qui permet de nourrir les sols et d'avoir par la suite une bien meilleure production. » L'agroforesterie. L'agroforesterie. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Moi, j'ai peur de dire n'importe quoi. J'ai l'impression forêt, foresterie, Je je fais pose la pousser question. des légumes. Alors, sans être, en fait, sans rentrer dans les détails, parce que je ne suis pas du tout spécialiste non plus, mais il me semble peut-être que la personne fait référence à des mélanges d'espèces qui peuvent être très intéressants. C'est-à-dire d'avoir des arbres et des cultures et de maximiser en fait les potentiels des deux espèces ou de plusieurs espèces. Donc en fait, de ne pas avoir des grandes étendues avec une seule plantation, mais plutôt et des arbres et des cultures de différentes sortes sur un même espace. Ça peut être très intéressant parce que ça peut aussi éviter parfois le recours à certains produits phytosanitaires, puisque du coup on a certaines espèces qui par exemple émettent des essences qui éloignent certains prédateurs de ces espèces, enfin prédateurs, des nuisibles, même si j'aime pas trop ce mot. Du coup, voilà, je crois que, bon, peut-être que la personne l'a confirmé. La personne a réagi en disant oui, c'est ça, mais aussi des animaux. D'accord. Pour finalement avoir un écosystème riche qui permet une autorégulation, j'imagine. Oui, c'est ça. Je ne vais pas extrapoler, mais... Oui, mais c'est ça, c'est tout. Le mot juste, merci à la personne qui l'a prononcé, c'est ça, c'est écosystème, en fait, recréer plutôt des choses très diversifiées pour plus de résilience sur un espace aussi généralement plus petit que de la monoculture sur du très grand, qui en fait nécessite les produits phyto, parce que si on revient un peu sur ces aspects-là, la problématique aujourd'hui dans l'agriculture, c'est que si on veut conserver un très grand espace avec un type de culture, ben oui, c'est très difficile de se passer de ces produits-là. Donc ça appelle aussi voilà, à des changements de modèle. Et l'agroforesterie, effectivement, c'est intéressant. Qui a posé cette question d'ailleurs? Équipe Pixel. Je me demande si c'est pas Lara derrière ce petit. Elle dit également, cela évite également la transmission de certaines maladies. Si une maladie se propage sur une espèce et qu'il y en a plusieurs sur une même parcelle, toute la récolte n'est pas perdue. J'ai envie de lui demander, parce que le principe de l'agroforesterie, ça a l'air d'être de la permaculture, mais dans le milieu forestier. Est-ce que c'est aussi simple que ça, la distinction, ou c'est plus subtil? J'attends la réaction. On a Élise qui nous dit bravo les amis. Ouais, c'est plaisir. Et je sais que dans le coin, il y a des tentatives aussi de pouvoir choisir des plantes parfaitement adaptées, enfin parfaitement, plus adaptées aussi au climat. C'est-à-dire de se passer d'apports d'eau massifs, de façon à ce que certaines plantes soient adaptées au fait d'avoir peu d'eau, et du coup miser plutôt sur ces plantes-là, plutôt que de faire par exemple du maïs qui nécessite des quantités d'eau énormes, puisqu'à la base c'est plutôt ça a plutôt besoin d'un climat voilà, très humide. Donc il y a aussi des tentatives de pouvoir sélectionner des plantes qui vont être bien adaptées au climat sur lesquels on les cultive. Et ça, c'est une approche aussi intéressante. Ça demande moins d'eau, moins de produits, et c'est à développer aussi. Et finalement, c'est une production qui est plus raisonnable que de vouloir faire pousser n'importe quoi, n'importe où. Oui. Alors après, là, on se place du côté production, mais voilà, toujours pareil, il faut qu'il y ait aussi... C'est les deux qui doivent s'articuler. Il y a la demande aussi qui doit aussi évoluer. Et c'est là qu'on rejoint la question des représentations, des idées reçues pour pouvoir faire évoluer cette demande. Donc par exemple, développer, expliquer ce que sont ces nouvelles
nouvelles, pas vraiment, mais bon, ces idées-là, ces façons de cultiver là, eh bien les promouvoir, les expliquer, ça pourrait aussi déconstruire des idées reçues et permettre qu'elles se développent. C'est une piste d'idée pour les prochaines éditions de la SEDD comme activité. Pour intervenir. Alors, Équipe Pixel répond non, l'agroforesterie c'est juste dans l'agriculture, mais ça reprend l'organisation qu'on peut retrouver dans une forêt, avec par exemple un système de canopée, de coopération entre les espèces, etc. Merci pour la précision. C'est vraiment point de vue pour recréer tout ça. Comment ? Ça recréer tout un écosystème, mais au niveau forestier, je me dis justement, c'est tellement. Faut vraiment que la recherche soit extrêmement poussée sur les différentes relations, interconnexions entre toutes les espèces. Ouais. Donc justement, aujourd'hui, ce qui est difficile à déterminer sur les conséquences des règlements climatiques, c'est l'impact de la disparition de certaines espèces dans des écosystèmes. Et très souvent, c'est très dur à anticiper ça. Et donc, je me dis, pour recréer tout ce modèle-là, ça demande un bon travail de recherche. C'est super intéressant. Est-ce qu'on passe à une autre question ? Je me posais une question justement. Tout à l'heure, vous avez parlé de demande. De quoi, pardon ? De demande. On va faire changer la demande pour justement voir si ça peut avoir un impact. Et est-ce que tout se joue sur la demande ? En gros, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tout se joue sur les comportements individuels ? Et c'est ça. Bah, moi, je dirais plutôt que c'est vraiment l'interaction des deux. Voilà, c'est-à-dire que c'est les deux qui doivent évoluer. Donc, on peut pas demander que les consommateurs changent sans changer d'autres, sans changer aussi par des volontés autres les systèmes de production et les orientations aussi qu'on donne à ces systèmes. Et en même temps, on peut pas proposer quelque chose de complètement nouveau sans expliquer, sans s'intéresser aussi à la demande. Donc là aussi, finalement, il y a une forme d'écosystème. Il est plus économique, mais c'est une interaction. Une question qui est l'environnement influence-t-il notre santé mentale, physique, mentale ou les deux? On a vu au début justement sur le plan physique, mais sur le plan mental, comment est-ce qu'il peut nous affecter, selon vous? Ouais, alors vous avez parlé d'éco-anxiété. Il y a aussi effectivement un petit clin d'œil à placer. C'est une petite façon de produit. Oui, l'environnement peut influencer notre santé mentale à plein de niveaux, ou notre équilibre, ou notre bien-être, pour dire des mots un peu plus englobants, notre qualité de vie. Donc, on l'a vu aussi l'année dernière, à peu près à la même époque, la privation de contact avec la nature a été repérée comme quelque chose de difficile à vivre. Donc oui, le besoin de contact avec la nature est important. Sans pour autant aller passer toute une semaine dans une forêt avec la tente, on a besoin d'un contact avec la nature assez régulier et c'est un facteur qui est plutôt équilibrant. Voilà, après ça c'est le contact direct avec l'environnement. Pour la thématique d'éco-anxiété, ben, il y aura de quoi en dire un peu plus davantage. Mais c'est vrai que l'évolution de l'environnement et des impacts de l'environnement influence aussi une inquiétude ou un niveau d'inquiétude qui est plutôt croissant. Et en ce sens-là, oui, on rejoint un impact sur la santé mentale de l'état de l'environnement. Voilà. C'est l'instant façon de produit. La journée du vendredi, elle sera entièrement dédiée à l'éco-anxiété. Dès le matin, on reçoit la psychologue Charline Schmerber, qui est spécialisée justement dans le suivi et l'accompagnement du traitement du trouble de l'éco-anxiété.
Et donc, il y aura une conférence avec un débat, donc de 9h30 à midi. Et à partir de 14h jusqu'à 16h30, elle propose justement un suivi gratuit par Zoom à 24 étudiants. Et les liens d'inscription sont sur le Facebook de la semaine étudiante et sur l'Instagram. Et j'ai oublié la moitié de la journée en fait. Comment? J'ai oublié la moitié de la journée. On fera aussi. Il y aura aussi du coup une séance de yoga qui sera organisée de 16h à 18h sur Jitsi. On partagera le lien sur le Facebook et l'Instagram. Et enfin, en fin de journée, on invitera donc 3 associations, Nîmes Transition, SCPLC et la NEF, pour justement organiser une discussion et un forum sur le Twitch de l'université. J'ai eu une réaction sur le sujet d'avant. Est-ce qu'il faudrait que tout change en même temps? C'était sur est-ce qu'il faudrait que ce soit la demande qui change, le système de production, le système en général? Est-ce qu'il faudrait que tout change en même temps? Voilà. Je pense que, enfin, personnellement, je ne suis pas un spécialiste de politique ou de production agroalimentaire. De toute façon, c'est le but du débat, on n'a pas besoin d'être spécialiste pour parler, juste échanger des idées. Mais je pense que de toute façon, tout va changer en même temps. Si jamais il y a quelque chose qui, admettons, le mode de production change, ça aura de grosses répercussions et sur le plan économique, politique, social. On parlait d'interconnexion, on va dire. Et je pense que tout est lié en soi. C'est mon avis perso. Oui, moi je rejoins aussi ça. Je pense que, comme l'a dit Islam, c'est un effet, c'est-à-dire que c'est une conséquence, tout change en même temps. Mais c'est aussi, ça doit être aussi à l'origine une intention en fait que tout change en même temps. En tous les cas, moi j'imagine mal que ça change si on ne prend que d'un côté et pas de l'autre. Voilà, je pense que c'est nécessaire que l'ensemble des protagonistes évoluent dans ce sens-là. Est-ce qu'on a une question du chat? Sinon, Non, pour l'instant, pas de question. J'ai une petite question à poser aussi. C'est est-ce que d'une manière générale, ce que vous pensez, est-ce que c'est bon d'utiliser les slogans du type il faut sauver la planète? Est-ce que ça n'a pas un côté un peu peut-être niant, donc minimiser le problème et donc ne pas aider à faire prendre conscience aux gens l'importance des enjeux environnementaux? C'est une question que je me pose depuis toujours, ça. C'est est-ce qu'on présente le problème sous le bon nom? Enfin, moi, sur la phrase en elle-même, j'ai pas trop d'avis. Je pense que de manière générale, il y a quand même. Non, mais ça répond pas à la question. Mais je pense qu'il y a quand même une conscientisation qui est faite et qui. Je pense que personne ne doute aujourd'hui que le climat est en train de changer et de manière très marginale. Mais du coup, ouais, c'est un ensemble de sensibilisation qui est faite et qui permet de faire évoluer les choses. Donc après, ça répond pas à la question pour la phrase en elle-même. Non, mais c'est pas grave, donne ton avis. C'est comme ça. Si, ça y répond en partie. Et voilà, enfin, moi je pense que cette phrase, elle est un peu, elle n'est pas tout à fait réaliste, quoi. C'est-à-dire que il faut sauver la planète, comme si la planète, elle était indépendante de ceux qui la sauveraient et de ceux qui y habitent. En fait, là encore, on rejoint la vision d'écosystème qui est nécessaire. La planète, en soi, potentiellement, elle vivra sa vie, on va dire, peut-être de manière indépendante et peut-être sans les humains qui seront dans des conditions inadaptées à leur survie. Au niveau des changements environnementaux et climatiques qu'on peut observer, c'est plutôt les espèces actuelles qui vivent sur Terre qui sont menacées, pas nécessairement la planète. Il n'est pas impossible qu'il y ait voilà, d'autres espèces, ou en tout cas la planète elle-même, qui ne soit pas totalement détruite. Voilà. Donc avec cette phrase « il faut sauver la planète », on a l'impression que
c'est un peu les gentils humains qui vont sauver la gentille planète. Mais la réalité, elle est un peu plus froide. Elle est plutôt qu'actuellement, nos conditions de survie sont menacées pour les générations à venir en tout cas, et d'ores et déjà pour celles qui sont là. Et donc du coup, elle est même presque plus égocentrique, la vision. On pourrait dire que si on a envie de sauver l'espèce et les espèces qui vivent actuellement sur Terre, autres que les humains, c'est plutôt les conditions actuelles qu'il faut préserver, qui permettent la survie de ces espèces-là. La planète pourrait éventuellement survivre dans d'autres conditions qui ne seraient pas favorables, notamment aux humains. Donc, il est vrai qu'il faut sauver la planète. Ça appelle peut-être voilà, certains gestes, certaines mobilisations, mais ça souligne pas forcément le lien entre les conditions actuelles qui sont menacées et notre survie qui dépend vraiment de ces conditions. Donc cette phrase, c'est vrai qu'elle est peut-être un peu décalée, je dirais, par rapport à la réalité qui est peut-être un peu plus froide, un peu plus brute. On a Curton qui dit « Il faut nous sauver nous ». Et Equipixel qui dit « Dans le sens où l'on est dans l'âge de l'Anthropocène, ce slogan est de plus en plus vrai, mais tout dépend ce que l'on met derrière le mot planète ». C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et aussi, vous parlez des gentils humains qui vont sauver la planète. Il y a aussi ces petits côtés moralisateurs où d'un côté il y a les gentils qui protègent la planète, de l'autre il y a les méchants qui continuent à consommer de manière abusive, on va dire. Et donc c'est un peu ça, peut-être que ça permet pas de se poser les bonnes questions et juste de moraliser tout ça en disant vous n'agissez pas pour préserver l'environnement parce que vous êtes méchant ou bête ou stupide. Et donc on reste sur un statut qui ne bouge pas. On peut pas bouger. Oui, il y a aussi la prise en compte de l'échelle écosystème, dans le sens où il y a plusieurs groupes d'humains qui vivent sur une même terre, sur un même écosystème. Et c'est difficile de percevoir tout ça au quotidien, mais c'est vrai que les gentils et méchants, etc., ce genre de choses, ça n'amène pas, ça fait des clivages qui n'amènent pas grand-chose. Et en l'occurrence, c'est vrai qu'aussi rétablir certaines... en tout cas, se questionner sur ce qui se passe à l'autre bout de la planète, parce qu'au final, c'est une même planète dans tous les cas. Voilà, on n'a pas à sauver juste une partie de la planète, notamment la partie où on vit. Finalement, de toute façon, ces aspects gentils, méchants, écolo, pas écolo, mettre de côté en fait les questions dont on vient de parler juste avant, à savoir la survie dans des conditions acceptables. Sachant que ces conditions acceptables, il faut se poser la question, est-ce qu'elles sont acceptables partout? Puisque, comme on le sait, les effets les plus brutaux du changement climatique, notamment, vont plutôt s'actualiser dans les espaces sur Terre qui sont déjà les plus pauvres, là où il y a le plus de difficultés à survivre. Et au final, ces changements pourraient maximiser des inégalités déjà existantes. Après, peut-être que ce slogan il est utile pour sensibiliser les plus jeunes. Sauver la planète avec la petite photo de la Terre qui est assez mignonne. Ça peut peut-être aider pour les plus petits. Après, il parle aussi, voilà, c'est vrai que il a peut-être du sens aussi parce qu'il parle et parce qu'il est utilisé. Voilà, c'est vrai que si on disait il faut nous sauver nous, ça serait. Ouais, c'est pas très ça. Pour grandir sereinement, c'est pas le mieux. Non, mais voilà, il faut sauver la planète sur laquelle on vit. Peut-être que du coup, c'est un peu plus englobant. Ou en tout cas, il faut prendre soin de la planète sur laquelle on vit. Peut-être que c'est un petit peu plus réaliste, je sais pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer un slogan qui mêle des comportements à il faut sauver la planète, comme on dit, et il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Bon, ben, au moins, on sait ce qu'on a à faire, quoi. Oui, non, allez-y. On avait parlé hier sur le concept de mignonitude. C'était un auteur qui
qui avait parlé de ça. Je pense pas que c'est de lui, mais en tout cas il avait cité, c'était le principe de mignonitude. En général, quand un message ou une représentation est mignonne, ça attire beaucoup plus l'attention et ça nous pousse à mieux agir. Et ça, c'était une vidéo d'une autre youtubeuse du coup, qui s'appelle C'est une autre histoire. Et elle a fait une vidéo qui montrait que, d'une manière générale, on accordait beaucoup plus d'attention et de protection aux espèces qui étaient soit jolies, soit belles, soit mignonnes, que d'autres espèces qui étaient tout aussi importantes, mais qui séduisaient pas trop le grand public. Mais ça, c'est un sujet à creuser. Parce que je me demande si justement les personnes qui sont engagées vraiment dans ça, les ONG ou les associations, sont victimes de ce concept-là ou pas. Et ça me paraît très étonnant Est-ce qu'elles qu'elles ont soient. ce biais elles-mêmes Ouais, est-ce de que protéger les plus mignonnes? Et ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Je pense peut-être que les ONG qui s'impliquent dans la préservation de la biodiversité ont compris que l'intérêt des espèces était en fonction de de leur place en fait dans un écosystème et non pas de leur potentiel de mignonitude, notamment sur la grille de ceux qui jugent, à savoir l'espèce dominante, on va dire. Mais oui, non, mais après, c'est une réalité hein, qu'il y a plus de motivation à aller sauver un panda qu'un sanglier, par exemple, C'est ça. ou autre. Mais bon, Même pour être cela financé. dit, voilà, après, dans la biodiversité, ça aussi, parce qu'on parle beaucoup de changement climatique, on parle moins, on en parle évidemment, mais on parle moins de biodiversité. Comme si, au final, ce qui était le risque très dangereux actuel, c'était le changement climatique. Et on a moins conscience, j'ai l'impression en tout cas, qu'on a moins conscience du danger, du risque de perte de biodiversité, qui est tout aussi important et qui doit se passer des aspects liés à la mignonitude des espèces. Captain qui dit quand on voit les posters des bébés phoques tout mignons. Ça, je dirais. Bon, du coup, le chat, il faut poser des questions, sinon, on va commencer le placement de produits, là. Il y en a pas mal. N'hésitez pas à lancer si vous avez des thèmes ou des questions particulières. Sinon, après, j'ai la question, est-ce qu'on y est tous foutus? Si vous voulez débattre dessus. Alors, Kipixel dit l'anthropocène et la collapsologie comme thème à aborder. Okay. Est-ce que ça rejoint la question d'islam? Si tu vois, la collapsologie, c'est à peu près la thématique. Hein. Si elle veut poser une question précise sur la collapsologie et qu'on y répond ou qu'on discute ensemble plutôt. Ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le slogan faut-il sauver la planète et la perspective de la société actuelle et de sa survie ou de sa durée. C'est peut-être un peu ce qui est évoqué dans cette question, dans cette thématique. Pour l'instant, j'ai pas de réaction. En fait, ça rejoint un peu tout ce qu'on a pu dire jusque-là aussi, parce que même quand on parlait d'agriculture et au tout début et de modèles en fait, de direction qu'on donne au système de production, c'est un peu, ça rejoint quand même un peu avec l'exemple de l'agriculture, l'idée de la durabilité de nos modes de vie actuels ou de la fin, si on s'accroche aussi beaucoup à ces modes de vie, ben, du coup, la fin aussi de ce modèle de société. Je pense peut-être que c'est en lien avec ce qui a été évoqué juste avant. Ça s'appelle la collapsologie. Bon, après, j'ai une très petite culture par rapport à ça. J'ai juste lu le livre de Pablo Servigne. Mais la collapsologie, ça part du postulat que c'est déjà trop tard en soi. Que notre mode de vie actuel, en tout cas, est plus viable et qu'il va être profondément bouleversé. Et qu'on va se réadapter, mais en partant
D'un monde sans... Ouais, je vais dire n'importe quoi, j'ai arrêté ma phrase là. Mais c'est à peu près ça. Eh ben, c'est vrai que c'est l'idée en fait qu'un modèle de société, dans ce qui lui a permis de s'épanouir pendant un temps, on arrive en fait à un temps où il n'est plus compatible avec les conditions actuelles. Donc c'est la question de l'adaptation. Est-ce qu'à partir de là, il est possible que ce mode de vie-là s'adapte aux nouvelles conditions? Quand on en est à parler de collapsologie, la réponse c'est plutôt non. C'est plutôt que ce modèle n'est plus valable pour, en tout cas pour d'un point de vue durable. Et donc plutôt d'avoir un changement complet de modèle. Et c'est vrai que cette idée-là, elle est quand même au cœur des réflexions, notamment philosophiques, mais aussi très pragmatiques, c'est-à-dire comment pouvoir s'adapter et comment changer en profondeur le modèle qu'on a actuellement. Du coup, changement par effondrement ou changement par une réformisation? Par une quoi? Réformisation, je ne sais même pas si ça se dit. Réformer, réformisation. Ben, en fait, ça dépend un peu des choix. C'est-à-dire que là, vous pointez peut-être deux voies possibles. Et du coup, là, ça dépend des choix, mais de multiples choix en fait. Ça rejoint aussi ce qu'on disait sur l'interaction entre. On parlait de demande voilà, de système de production en amont. Ben, là, c'est vrai que c'est beaucoup plus large. C'est cette question-là, mais beaucoup plus large. Mais donc, est-ce que ce choix-là, il se fait progressivement ou est-ce qu'il va falloir que ça se fasse... Moi, j'ai l'impression qu'on est dans l'inertie totale et que ça va se faire d'un coup, il va y avoir une espèce de boom, mais c'est ma vision des choses peut-être un peu naïve. Mais ouais, j'ai l'impression que ça bouge pas et que d'un coup, il va falloir faire hop, là, un virage à droite complètement. Oui, c'est vrai qu'actuellement, le changement, il n'est pas à la mesure en fait de la vitesse des transformations qu'on peut déjà observer. Donc, effectivement, ça amène plutôt un virage, comme vous dites, assez franc, quoi. On a une question de Carton qui dit la biodiversité, est-ce que ça a un impact sur la santé? Et oui, en fait, partant de l'idée que tout est lié, la biodiversité, elle est nécessaire à l'épanouissement de l'écosystème, que ce soit à une échelle tout à fait microscopique ou à une échelle beaucoup plus grande. Et du coup, en retour, en conséquence, on retrouve un impact sur la santé. Peut-être que je prends un domaine différent, je me dis que ce soit justement l'alimentation, la préservation de la biodiversité pour justement permettre à la culture que ce soit de légumes ou justement sains. Et sur le plan psychologique aussi, c'était l'année dernière qu'on avait vu pendant les cours une étude sur la forêt japonaise qui est au pied du mont Fuji. Et ils avaient conduit une étude là-bas pour justement déterminer à quel point la nature impacte notre sentiment de bien-être. Et ils avaient, dans cette étude, ils avaient observé qu'être plongé dans la nature, seul et dans un cadre sécurisant, avait des impacts très positifs sur notre sentiment de bien-être, notre taux de sérotonine, donc la molécule du stress. Et donc voilà, je me dis, si la biodiversité a un impact, il est multiple, comme a dit Madame Cosse. On a une réaction, un commentaire de quelqu'un qui dit sur France Inter vendredi, le directeur du Muséum d'histoire naturelle de Paris disait au sujet de la perte de biodiversité qu'on la percevait mal, car c'est comme quand on se regarde dans la glace le matin, on ne voit pas qu'on a vieilli depuis la veille. Et la perte des prédateurs supérieurs permet le développement de maladies chez les proies. Alors ça, moi, je ne suis pas sûre de comprendre. La perte des prédateurs supérieurs permet le développement de maladies chez les proies. De maladies, c'est-à-dire C'est-à-dire de développement de maladies. Je sais pourquoi je pense au requin quand tu as lu la question. On sait que dans certaines zones, justement, petit à petit, la réduction du nombre de requins, due à la surpêche et dû au fait qu'il n'est pas très mignon, je pense,
ça a un gros impact justement sur les bancs de poissons et surtout l'écosystème sous-marin. La réduction du nombre de requins. Ouais. Les prédateurs éliminent les malades. D'accord. Attends, le truc serait quoi? Oui, donc en fait, ça revient à dire qu'on a un système qui s'autorégule finalement quand il est riche. Et que, Ouais, c'est cette idée de perturbation en fait et de chaîne en fait, tout simplement, de dépendance, d'interdépendance entre différentes espèces. Et c'est vrai qu'on atteint une forme d'équilibre quand on a cette notion d'équilibre et d'écosystème. Et c'est vrai qu'une perturbation forte sur un des éléments bouleverse tout le système. Donc c'est très pertinent ce qui a été dit là sur le fait que du coup les maladies vont plus se développer puisque les proies les plus faibles et les plus malades du coup ne font plus l'objet d'élimination par les prédateurs et à ce moment-là contaminent davantage les autres. Et c'est vrai que c'est une bonne illustration d'une modification d'un élément qui en vient à perturber toute une chaîne. Parce que ces proies sont aussi les prédateurs d'autres espèces et ainsi de suite. Et c'est là en fait qu'il y a des réactions en cascade qui sont vraiment importantes. Mais c'était intéressant aussi la métaphore avec le fait de se regarder dans la glace. C'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à percevoir parce qu'au quotidien, là, quand il y a une espèce qui s'éteint, bon, bah, dans notre quotidien, notamment chez nous, on est quand même préservé. Voilà. On ne perçoit pas ce qui se passe. Et du fait de ne pas le percevoir, c'est plus difficile aussi d'agir en faveur ou contre quelque chose, quoi. Moi, ça me fait penser que l'autre jour, j'avais vu une conférence. C'était une biologiste qui était en thèse. Et elle disait que la diversité génétique, c'est ce qui faisait vraiment les espèces les plus résistantes et oui, les espèces les plus résistantes. Et finalement, elle disait c'est ce qui est vachement important dans je pense là, dans cette biodiversité, cet écosystème, quand il est riche, c'est ce qui permet vraiment d'avoir quelque chose de viable et de voilà. Ouais, ça me fait même penser à l'histoire des monnaies locales dans un autre, en partant sur un peu autre chose, mais qui reprend l'idée d'écosystème et au final de force grâce à la diversité, avec l'illustration du fait que quand on a une forêt qui est composée que de sapins, s'il y a quelque chose qui atteint cette espèce-là, on n'a plus de forêt très rapidement. Alors que si on a plein d'espèces différentes, eh bien, la forêt, elle est composée de plein d'espèces différentes. Et s'il n'y a plus de sapins à un moment, bon, bah, il reste quand même encore de la force dans cette forêt puisqu'il y a d'autres espèces. Donc, c'est vrai que cette diversité, en fait, elle représente plus une force qu'autre chose. Mais c'est peut-être pas quelque chose de très connu ou qu'on a vraiment compris. De là à le mettre en pratique régulièrement, on n'a peut-être pas trop conscience. Oui, ce serait intéressant de voir les représentations des personnes sur ça de manière générale, je veux dire, parce que je pense que par exemple nous on a un peu acquis, mais on est en master de l'environnement, donc on est là, mais ce serait intéressant de voir de manière générale ce qu'en pensent les gens. Et encore acquis. S'ils ont conscience de ça. Je me dis encore acquis, pas forcément. Je me dis il y a forcément certaines comment dire, problématiques qu'on sous-estime énormément. Justement, de par notre formation, par exemple. Je pense que quelqu'un qui est physicien sera beaucoup plus sensible à la fente du permafrost que nous. Tu vois. Et donc, justement, je pense que c'est au contraire hyper intéressant j'allais partir sur autre chose, de dire de se renseigner sur de nombreux domaines qui touchent à l'environnement. Là, ce qu'on rejoint, c'est l'idée de diversité, mais disciplinaire en fait. Et c'est vrai que c'est pour des questions aussi complexes que celles de la perte de la biodiversité ou du changement climatique, l'alliance des forces de différentes disciplines, elle est très fructueuse pour pouvoir avancer et proposer des pistes sur ces questions-là. De toute façon, je pense j'espère en tout cas qu'on est en train de comprendre sur plusieurs aspects de nos modes de vie aujourd'hui que la diversité et que la complémentarité est une force.
et que l'uniformité, au contraire, n'apporte pas cette force-là. Est-ce qu'on passe à une autre question? Il n'y a pas de question dans le chat pour l'instant. Ok. Bon, est-ce qu'on zappe la question? Est-ce qu'on est tous foutus? Ouais, Parce qu'on a dit peut- qu'on on voulait peut- pas déprimer les gens. On va, hop là. Ah, une question on a déjà abordée, mais ça peut être intéressant justement d'aller plus en profondeur par rapport aux solutions comportement individuel ou comportement collectif. Et si on prime sur le comportement collectif, à quelle échelle est-ce qu'on peut espérer le mettre en place on va dire si on cible dans les 10 prochaines années. Tu vois, si on se base sur 10 ans et qu'on essaie d'imaginer justement les modes de fonctionnement, que ce soit de production ou de vie, qu'on pourrait mettre en place à l'échelle collective, quelles seraient les pistes à envisager? Est-ce que c'est clair ce que je dis ou pas trop? Quel modèle, en fait, finalement? C'est ça, en fait, surtout qu'à l'échelle. Admettant, dans le film Demain, qu'on voulait diffuser, si jamais la SEDD se serait fait en présentiel, il parle justement d'une initiative qui a été faite à Brooklyn, après la crise de 2008, sur justement la construction d'un immense jardin qui permettait de subvenir aux besoins alimentaires de la population, et qui était à la fois local, biologique, sain. Et donc on peut dire que ce modèle-là a été fait à l'échelle d'une ville, qui est Brooklyn, qui est pas mal en termes de taille. Et donc, est-ce que ce genre de modèle pourrait être appliqué à l'échelle d'un pays, par exemple? Pour ne parler que de ce modèle-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça se développe, ça reste encore assez rare, mais c'est vrai que ça se développe, c'est beaucoup plus existant. Cela dit, que ce soit à Brooklyn ou ici en France, on est quand même dans des modèles assez individualistes. On a des valeurs qui sont encore assez individualistes. Alors, ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire, par exemple, que tout le monde ne pense qu'à soi. C'est pas ça. C'est plutôt que notre culture, nos valeurs culturelles se sont développées et construites plutôt dans une vision individualiste qui caractérise quand même un peu toute la zone occidentale. Et à partir de là, c'est moins spontané ce type d'initiative. Alors encore une fois, je fais une généralité, bien sûr, ça ne veut pas dire que ça concerne tout le monde. Mais d'un point de vue collectif, puisque c'est ça la question, on aura plutôt pour le moment une tendance à ce que ces choix-là ne soient pas spontanés, mais comme des initiatives comme ça se développent et qu'on y trouve des choses aussi qui font sens, comme du lien social, comme l'apprentissage aussi de nouvelles pratiques. On parlait de la cuisine tout à l'heure, et bien là, quelqu'un qui ne sait pas trop jardiner, mais qui au contact des autres, en fait, va apprendre et qui aurait eu du mal tout seul au final à se mettre à jardiner. Bon, c'est un exemple. Mais du coup, ce genre d'initiative, on se rend compte qu'elles sont à la fois collectives, mais qu'il y a des bénéfices individuels, parce que là encore, on ne peut pas vraiment trop dichotomiser les deux. Mais voilà, je pense que pour que ça se développe plus, c'est peut-être un peu plus complexe dans nos sociétés où on a une orientation individualiste encore assez présente. Mais c'est vrai qu'on voit l'intérêt de ce type d'initiative-là. Après, sur la question plus générale, individuelle et collective, là encore, je pense qu'il faut les deux types d'actions. On ne peut pas avoir que du collectif aussi. Et on a besoin d'actions individuelles qui sont nécessaires. Et on a besoin aussi d'initiatives collectives où on retrouve du sens et où on n'a pas l'impression aussi d'être seul à faire quelque chose qui ne sera pas suffisant en termes d'impact. Donc, il y a différents niveaux d'intérêt et je pense, de sens aussi dans l'action individuelle et dans l'action collective.
Donc ça, c'était des questions qui étaient posées en amont. C'était les grandes questions qu'on se posait. Pas de questions dans le chat, du coup? Non, pas de questions dans le chat. Instant promo? Comment? Instant promo? Instant promo, allez. Du coup, pour la journée du jeudi, elle sera dédiée à la thématique journée ville et climat. On organise justement une fresque du climat avec Clément Espace de 9h à 12h sur Zoom et c'est sur inscription. Ensuite, de 11h à 13h, Croco Vélo viendra faire un Facebook Live pour pour donner des conseils et faire un tuto pour comment réparer les vélos. Et ensuite, tout l'après-midi sera uniquement dédié à des conférences. Donc la conférence de Citen sur l'énergie renouvelable et leur projet de panneaux photovoltaïques. Ensuite, de 15h30 à 17h, on aura une conférence et un débat sur le projet alimentaire territorial et le système de sécurité alimentaire. Et enfin, de 17 à 18, c'est l'association Croco qui développe le projet de zéro bouteille en plastique et justement qui est organisé et c'est un projet qui est réalisé par des étudiants de Master 2 psychologie sociale et environnementale. Et toutes les actions, toutes les activités de 11h à 18h sont sur le live Facebook de l'association. Voilà. On aurait dû prévoir un petit jingle pour tous les... Ouais, je te jure, il fallait un petit truc là. On n'a pas de questions dans le chat pour l'instant. Alors du coup, pour compléter un peu aussi ce qu'on disait sur l'initiative que vous avez mentionnée à Brooklyn et puis la question est-ce que c'est envisageable, à quelle échelle c'est envisageable, il y a aussi les aspects identitaires qui peuvent être une ressource, c'est-à-dire que peut-être que ça peut être envisageable à des échelles plus larges, mais par exemple à l'échelle de la ville de Brooklyn, il y a aussi une identité du fait que c'est aussi ce lieu-là qui est pourvoyeur d'identité, ce qu'on fait sur ce lieu-là. Donc c'est pour ça que ces initiatives, elles ont aussi du sens d'un point de vue local, même si elles peuvent être à grande échelle d'un point de vue local. Voilà, je pense que c'est quelque chose aussi qui est porteur. Au-delà du lien social, il y a cette question d'identité qui peut être intéressante. C'est vrai. C'est valorisant pour eux. Oui. Vas-y. Justement, en regardant, justement pour dire ce que vous avez dit, et en regardant le film Demain, pour ça c'est mon interprétation personnelle, mais j'ai justement l'impression que le fait d'avoir mis en place cette initiative est justement venu de la forte identité qui a, on va dire, animé les habitants de Brooklyn. Il y avait un peu cette vision qui était déjà présente, tu veux dire? Qui était déjà présente. C'est ça. En fait, il y a eu ce côté, à cause de la crise de 2008, ce petit côté de Brooklyn, c'est un lieu où il y a beaucoup de personnes qui sont issues de quartiers de population défavorisée. Et il y a eu un peu cet aspect de on nous abandonne, on nous laisse nous débrouiller tout seuls. De base, on est dans des situations très précaires, et donc là, on nous abandonne avec cette crise, donc on va se débrouiller. Il y a eu un peu cette identité collective, ou en tout cas cette idéologie, on va dire, qui a fait que les gens se sont réunis pour mettre en place ce projet-là. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint le fait d'avoir une réduction des impacts environnementaux par le recours, par exemple, à ce type de production, du jardin, en produits bio, produits localement, etc., et consommés localement. Et donc, à la fin, on arrive à croiser des réductions d'impacts environnementaux et en même temps des autres choses. C'est-à-dire que ce n'est pas présenté comme justement, il faut, et tous ces comportements qui sont présentés de manière un petit peu moralisatrice. Il faut arrêter ci, il faut faire ça. Là, en fait, si on le présente plutôt sous la forme, on jardine ensemble, on apprend des nouvelles techniques, on produit localement, et puis comme vous l'avez pointé, on se débrouille en réaction à un sentiment peut-être d'abandon. On y retrouve un sentiment d'identité collective, on y retrouve l'acquisition de nouveaux savoir-faire, et donc on est moins dans quelque chose... En fait. Comment ? Dans le subi, en fait. Voilà, dans le subi, dans quelque chose d'un peu
un peu, et ça rejoint finalement le est-ce qu'on est tous foutus dans un peu lourd, quoi, aussi, voilà, bon, ben, les conditions actuelles sont compliquées pour survivre, du coup, il y a toute la liste de il faut, et au final, ben, ça, c'est pas très motivant, en fait, aussi, au quotidien. Donc, même s'il faut insister sur la prise de conscience de l'urgence des changements, il y a aussi l'aspect de quelle façon on les présente, ces changements. Est-ce qu'on les présente comme ayant des bénéfices aussi sur des valeurs qui sont un peu mises de côté, ou est-ce qu'on les présente comme une liste d'obligations et d'interdictions? Voilà. Sachant que la deuxième option n'est pas super fructueuse puisqu'elle est très peu responsabilisante. Et voilà. J'ai l'impression que c'est la plus utilisée. Oui, d'où l'intérêt de changer aussi à une échelle plus globale. Pas de réaction. Alors, on a Maticlus qui dit « Salut, pour la biodiversité et la santé alimentaire, le recours à l'agroforesterie égale des arbres dans les cultures, égale des perchoirs pour les oiseaux, égale des prédateurs des insectes. Donc, plus besoin d'autant de pesticides. » Oui, on régule tout ça naturellement. Est-ce qu'il y a un thème que vous voulez aborder spécialement ou une question qui vous vient à l'esprit? Non, je pense que le thème général que vous avez choisi, du lien entre environnement et santé, il présente un intérêt aussi parce qu'il mobilise, peut-être, on parlait de ça finalement juste avant, il mobilise peut-être un peu plus tout un chacun sur ce qu'on peut faire, qui permet d'avoir aussi une prise en compte, enfin, prendre soin de soi au final, améliorer sa santé, et quel lien avec des pratiques qui permettent aussi de réduire les impacts environnementaux. Donc c'est intéressant aussi de le présenter comme ça parce que comme on le disait juste avant, c'est peut-être plus porteur qu'une sensibilisation à outrance sur les impacts liés à l'environnement, qui n'est pas inutile pour la prise de conscience, mais qui est peut-être un peu moins un vecteur de changement. Parce que la santé, tout le monde est concerné, ça replace... tout le monde est concerné. Exactement, non seulement tout le monde est concerné, se sent concerné, mais en plus c'est peut-être moins connu de façon très très générale, c'est peut-être moins connu les impacts sur la santé. On a peut-être tendance encore à faire des clivages et à se dire ce qui se passe au niveau de l'environnement se passe au niveau de l'environnement, mais n'atteint pas ma santé. Et on a vu peut-être à travers nos discussions que ces choses-là sont bien reliées en fait. Et d'ailleurs, ça va être un petit moment pub sur la conférence sur les zoonoses. Je ne sais pas si tu veux la présenter ou je le fais. Oui, si tu veux faire, vas-y. Donc la conférence pour les zoonoses qui est mercredi matin et qui sera abordée par Madame Sylvie Bousset. qui est professeure. Donc pour les zoonoses, pour ceux qui ne savent pas ce que ce sont des maladies qui se transmettent des animaux aux humains et qui sont bien souvent issues de perturbations des écosystèmes, de l'environnement. À titre d'exemple, le Covid, ça en est une. Voilà. Ouais, la grippe aviaire aussi. La grippe aviaire. Et je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Qu'est-ce qu'on a? On a, je crois, le virus Zika, il me semble, transmis des moustiques aux humains. Ebola, enfin c'est... Ouais. On peut... La liste est longue, on va dire. C'est ça, et ce sera sur le live Facebook de 9h à 11h. Oui, on a le sida aussi. Petite réaction du chat. Qui était transmise du singe à l'homme. J'étais sûr que c'était une légende urbaine, ça. Non, c'est vrai. Ouais. Ouais. Ok.
Ebola. En tout cas, Margot pour, Escargot qui dit super, merci pour tout ça. de Avec rien, Margot. plaisir. Mais d'une manière générale, ça serait super que les gens qui participent au chat nous fassent un retour après sur ce qu'ils ont pensé et pour tous les événements de la semaine. Parce que comme on l'a dit au début, c'est depuis 2018 que la semaine étudiante du développement durable a lieu. Et donc tous les conseils que vous pouvez nous donner seront transmis à ceux qui l'organiseront l'année prochaine. Et ainsi de suite, en espérant que ce soit de mieux en mieux. Donc n'hésitez pas. Ouais, notamment peut-être aussi en particulier, même si c'est bien entendu ouvert à tout public, c'est vrai qu'on a à cœur, vous avez à cœur en tout cas, de faire des choses qui mobilisent les étudiants, qui les intéressent. Donc s'il y a des étudiants présents sur le chat aussi, et effectivement pour les éditions futures, ne pas hésiter à donner vos souhaits, vos désirs, vos attentes, même les plus folles, pour qu'on essaye dans un contexte favorable de pouvoir y répondre. Puisqu'en plus, du coup, voilà, c'est semaine étudiante du développement durable. C'est vrai que c'est tout public, mais avant tout à destination des étudiants. On n'a pas de réaction. Est-ce qu'on continue? Parce que s'il n'y a pas de réaction, on a abordé tous les thèmes ouais, toutes les discussions qu'on voulait aborder. En tout cas, toutes ces discussions, tous les thèmes qui ont été abordés ont permis aussi de faire écho ponctuellement à tout le programme. Donc c'était l'idée aussi, voilà, je crois que vous aviez, quand vous souhaitiez proposer ce débat, c'était de présenter aussi les différentes activités qui sont proposées, voilà, en lien avec ces questions générales sur l'environnement et la santé. C'était super. Est-ce que juste pour finir, on ne ferait pas une petite présentation des différents thèmes par jour de notre programme? Ouais, grave. Avec les activités du coup qui seraient... Oui, un rappel de tout le programme avec toutes les activités, ça serait bien. Ok. Alors mardi, donc demain, on a donc l'atelier de cuisine que j'avais présenté au début du live, qui sera géré par EcoFood et leur chef de cuisine. Ensuite, c'est la conférence de 14h à 16h, Tout savoir sur le bio, avec le Sauveur Fernandez. Et de 16h à 18h, Happy Camper Compostage, nous justement ferons un atelier sur le Zoom, sur le lien Zoom qui est disponible dans la page Facebook. Donc ils vont nous apprendre à... C'est sur la méditation et le jardinage. Ok, bah c'est ça. Mardi qui est la journée alimentation. Ouais. Ensuite, mercredi, journée consommation, donc avec la conférence consommation et zoonose de 9h à 11h. Ensuite, de 11h à 14h, sur le lien Zoom, on organise un atelier Do It Yourself avec une intervenante qui vous proposera plusieurs produits à fabriquer vous-même, qui est sur l'inscription, sur du coup, les liens Facebook et Instagram. Ensuite, de 14h à 16h, on organise la Clean Walk Ramasse ton pâté, où du coup, les étudiants sont invités à faire le tour de leur pâté de maison, à ramasser les déchets. Et on organise trois prix pour le déchet le plus loufoque, la plus belle photo et la photo la plus drôle. Et des prix sont disponibles justement pour les gagnants et sont en description sur la page Facebook et la page Insta. Et ensuite, on sera de 16h à 18h avec Luluzed, qui nous apprendront, via un lien Zoom, du coup, nous apprendront à créer des produits ménagers faits maison. Alors, jeudi, j'ai présenté la journée tout à l'heure, c'est la journée ville et climat. Vendredi, la journée dédiée à l'éco-anxiété. Et enfin, samedi, la journée de clôture avec le loup-garou, qui va avoir lieu tout à l'heure d'ailleurs. Le loup-garou, donc, qui est revisité sur un format Global Pollution de 13h à 14h sur le lien Discord qui sera donc comme d'habitude sur Facebook et Insta. Ensuite, à 14h, on aura un débat avec plusieurs associations sur le lien Zoom. Et enfin, le concert en ligne du groupe The Majestic, qui font vraiment de la super musique, c'est super cool.
et donc il sera en ligne. Et donc pour cet après-midi, pour tout à l'heure donc, on organise justement le loup-garou à partir de 14h sur le lien Discord. Et donc c'est ouvert à tous, vous pouvez tous venir et on sera là, ça sera super. Voilà, petit récap. Tout est dit, c'est très bien présenté. Là, je me sens comme Jean-Pierre Pernaut. Là. Est-ce qu'on clôture? On peut clôturer, je pense. S'il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction. On a un salut les potes, alors je réponds salut. Merci à tous de nous avoir suivis. Ouais. J'espère qu'on vous retrouve cet après-midi ou en tout cas dans la semaine pour cette semaine du développement durable. Et à bientôt. Bonne journée à tous. À très bientôt.